Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Time to Gemba. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler entrepreneuriat et on va parler de crise. Je t'en dis pas plus, intro. Tu veux libérer le potentiel de croissance de ton business, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à toi, moi c'est Christophe. Si tu me suis, tu sais que je suis passionné par la conception produit et l'entrepreneuriat depuis plus de 20 ans. J'accompagne des centaines de dirigeants à réussir la croissance de leur entreprise grâce à la stratégie Lean. It's time to Gemba. N'oublie pas, il te suffit d'un Gemba pour découvrir une idée cachée, une pépite, un insight. Allez, c'est parti, suis-moi. Quand Adrian reprend Nematise, c'est la crise. Trésorerie à sec, des projets à rallonge, une équipe qui quitte le navire, bref, tout part en vrille. Plutôt que juste colmater son entreprise, Adrian décide de tout péter. Le cœur de son projet, libérer les idées et favoriser la prise de parole. Chaque problème devient une opportunité d'apprentissage. Résultat, une entreprise qui scale, une montée en compétence des équipes, des outils qui font vraiment la différence. Tu vas voir un truc de dingue. On est à Perpignan, on va chez Nematise, on va sur le Gemba. C'est parti, let's go! Salut Adrien! Salut! Ça va? Ça va et toi? Merci infiniment de nous recevoir. Avec plaisir. Bon, on va parler un peu de ton histoire, ta boîte. Ouais. Qui es-tu, Adrien? Adrien, je suis dirigeant de Nematise, pas fondateur, c'est un rachat d'entreprise. On a été plusieurs au départ à mettre la main finalement dans le rachat. D'abord, mon ex-associé Christophe Gauthier qui a impulsé le projet au départ. Donc moi, j'étais plutôt là en consultant. Et ensuite, la boîte a grandi. On a eu un investisseur qui est venu, Jean-Philippe Palomino, avec qui je suis toujours associé. Et historiquement, on a Luc et Antoine aussi qui sont associés de la boîte et bien évidemment toutes les équipes qui ont vécu l'aventure, les crises et les opportunités depuis le départ. Ok, juste pour ceux qui nous écoutent, regarde, Nematise, ça fait quoi? Nematise, ça accompagne les sociétés sur la partie digitale. Donc notre métier, c'est de générer du chiffre d'affaires par des outils digitaux. On leur fait générer de l'argent, on a raison. On leur fait pas générer de l'argent, on a tort. Ça j'aime, avec toi ça va être direct. Quelle année vous avez repris l'entreprise? Alors en 2021, première vague on va dire, premier achat par Christophe. Donc j'étais dans l'aventure avec lui et ensuite moi j'ai pris la direction de la boîte sur la partie opérationnelle mi-fin 2023 et officiellement sur la direction 2024. Entreprendre c'est un long fleuve tranquille? Ou pas. Comment ça s'est passé? En 2021, il me semble que nous sommes entre 8 et 9 collaborateurs. La boîte fait 400 000 € de chiffre d'affaires à peu près. 2 ans après, il y a pas loin de 50 collaborateurs, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc scale up et à un moment donné, scale down. On n'arrive pas à passer à l'échelle sans dégrader la qualité. Les temps se rallongent, donc compliqué. Les gens sont un petit peu brûlés, voire beaucoup pour certains. Donc il a fallu restructurer, repenser, casser les idées fausses, moi le premier. Des team leaders aussi. Et donc on a dû se réinventer complètement à 100%. Ok, juste je ralentis, je fais un petit pas en arrière. C'est l'hyper croissance, parce que là c'est grosse croissance, hyper croissance, qui a généré cette instabilité et cette difficulté. Maintenant avec l'apprentissage qu'on a, c'est pas parce que tu fais de la croissance que tu es obligé d'être instable. C'est les bases de départ sur le rachat qui n'ont pas été peut-être OK. Et donc l'instabilité est venue du fait que peut-être que les dirigeants n'allaient pas suffisamment sur le terrain, le manager aussi, donc manque d'apprentissage, manque de dialogue, silos qui se créent, ça crée des cassures entre les services, donc ça casse la qualité. La croissance était révélatrice, mais c'est déjà le socle de départ qui n'était pas OK. C'est quoi les gros points de douleur que tu avais On était entre 6 mois et 1 an, en prenant très large, pour par exemple la création d'un site internet, ou même des campagnes Google Ads qui avaient du mal à être lancées, des My Business qui avaient du mal à être livrés, etc. Donc à un moment donné, les clients sonnaient. Ensuite, quand on livrait la qualité, parce que même en prenant du temps, et c'est là où les idées fausses qu'on avait, c'est il faut prendre du temps pour faire de la qualité, on s'est aperçu qu'on pouvait aller très vite en faisant très bien. Donc premier truc, lead time qui se rallonge. Donc du coup, t'encaisses pas. Donc on avait 875 000 € de trésorerie dehors. Donc quand tu fais 2 millions l'année d'avant, ça veut dire que tu as un tiers, la moitié de ta trésorerie dehors. Donc on avait 15 jours d'avance de cash. Donc tous les 15 jours, on ne savait pas si on allait exister le mois d'après. Donc c'était hyper compliqué à gérer. Le regard s'est porté sur la partie commerce aussi. Parce
Parce qu'une fois qu'on a réussi à délivrer, ben, il fallait aussi générer. En fait, on s'est aperçu que le stock qu'on avait, on avait un stock parce qu'on avait du retard, et pas parce qu'on vendait. Ok, d'accord. Donc la croix s'est déplacée au fur et à mesure. Exactement, vers le commerce. Ok. C'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez bougé ou tu as bougé en tant que dirigeant? Ça s'est fait en 2 fois. Il y a eu d'abord une première amorce où les collabs dans l'ancien local à l'époque sur Perpignan étaient en tension totale, mais sans pouvoir livrer. Donc première amorce, ça a été ça. Putain, comment on peut faire? Et là, du coup, j'écoute un podcast de JV Web, j'écoute Jonathan Vidor, que je remercie, qui parle de Régis, qui parle de toi. Premier truc, remise en question, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous aider? En l'occurrence, le Lean. On n'arrive pas à l'appliquer. Donc pendant 6 mois, il y a une espèce d'inertie. Puis à un moment donné, les collabs commencent à partir, clairement. Donc terrible. Et donc moi, je vis aux États-Unis, donc je reviens. Et là, je dis, bon, vas-y, c'est bon, on y va, feu. Et donc on va sur le terrain, et là on se met à saigner intérieurement, parce qu'on voit des trucs qu'on ne voyait pas avant, parce qu'on n'y allait pas. Et là on met une grosse intensité, avec les gens qui sont prêts à le faire, parce qu'on n'a pas imposé vraiment. On a pris les 2-3 personnes qui avaient encore l'envie, et là ça se transforme, quoi. Et c'est quoi les premiers pas, les premiers exos qu'on met en place chez Nematis? Première chose, c'est on va sur le terrain, et on va voir les gens qui sont prêts à recevoir finalement une observation. Parce que forcément, quand tu as des équipes en tension, pendant 2 ans, tu n'as pas été, et tu arrives et tu dis salut, je viens de voir, la personne va se dire mais c'est quoi le truc, il se passe quoi là? Donc on a pris les gens qui avaient envie, qui étaient dans la difficulté, qui n'y arrivaient pas, mais qui avaient envie. Il y a un apprentissage qui se crée, et le premier truc c'est viens, on a une conversation, tu vois que tu es en train de galérer, ça te dit pas, on réfléchit différemment, on casse nos idées fausses, on fait de l'amélioration, donc on a commencé à pratiquer un peu le Kaizen, et surtout aller chercher les problèmes à la racine. Donc il y avait le premier truc, tu as toujours le même problème parce que tu n'en as pas marre. Donc tu veux qu'on t'apprenne à résoudre le problème, en tout cas à comprendre d'où vient ce problème, et ensuite à le résoudre, et ensuite à casser des idées fausses. Et là il s'est passé un truc où on est passé du push au pull. Donc on a commencé à poser des livraisons, on a commencé à tirer, et surtout le management visuel où on a accéléré très fort là-dessus. Je pense qu'en 2 mois on a mis une 40aine de tableaux dans la boîte. J'ai pas peur d'aller sur le terrain. Ouais. J'ai pas peur de retourner sur le terrain. Moi, je me rappelle, t'avais pas de bureau et t'étais de partout. Ouais. Par contre, je vais pas sur le terrain pour dire aux gens quoi faire. Je vais être sur le terrain pour réellement m'intéresser. C'est vrai que c'est un réflexe en tant que crise de se dire, je vais prendre des décisions dans mon bureau, tu vois, un peu stratégique. Ouais. Non, finalement, on va sur le terrain essayer de comprendre. Côté collab, côté client, etc. Je dois changer ma manière d'aborder les problèmes. Ouais, et puis surtout réussir à transmettre auprès des collabs qu'un problème, ça peut être bon. Et c'est bon. Et c'est vrai que dans la plupart des boîtes, d'ailleurs qu'on accompagne, hein, on le voit, si je fais mal, j'ai plutôt tendance à le cacher par peur d'une sanction ou d'être mal vu dans la boîte. Le truc qu'on a ici, c'est de se dire maintenant, un problème, ça devient cool, parce qu'on essaie de le régler et d'en créer, de faire en sorte que ça devienne une opportunité. C'est ok, on a un problème, on va le résoudre. Si ça ne marche pas, bien, on ne stagne pas. On n'attend pas 2 mois ou 3 mois pour... c'est de suite on pivote et on reteste, et on reteste, et on reteste. Et à un moment donné, il va se passer un truc. Ok, d'accord. C'est vraiment ce qu'on disait d'ailleurs à la préparation, c'est ça. C'est j'ai une idée sur le problème en soi. Je pense que s'il y a une opportunité, j'applique de suite. Et par contre, je me plante, je switch de suite. Ça fait combien de temps que vous pratiquez le Lean? Depuis le 26 juillet 2023. Je vous avais dit que la date, il la connaissait. C'est quoi les résultats aujourd'hui? Ben, c'est pas compliqué aujourd'hui, sur les pièces à produire, à livrer, on a divisé le temps par quasiment 10, parce qu'on livre en 15 jours. On a fait des records en 24 heures. Le niveau de qualité a fait x2, la productivité aussi. Les people aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est oui, en phase de croissance, comme je disais tout à l'heure, on passe de 50 personnes aujourd'hui. Scale up, scale down, on est beaucoup moins. Mais ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens qui sont dans l'open space aujourd'hui sont là depuis 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ok. Qu'est-ce que tu veux nous montrer? On va aller voir qui, quoi, par rapport aux crises successives que tu as eues. Là, on va aller voir Antoine. Antoine. Ensuite, on ira voir Kenny. Ok, Antoine, c'est la partie production de Exactement. sites. Et justement, Antoine est vraiment, c'est hyper révélateur. Il est là depuis 2004 Okay. et il a changé. Donc intéressant d'aller voir Antoine le avant. Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu mettais en place depuis que tu pratiques? Qu'est-ce que tu as mis et sur quoi tu as changé d'avis? 2, on va aller voir Kenny. Kenny, c'est sur la partie plutôt partie IA, innovation. Ok, d'accord. Qui a fait aussi tous les pans de la boîte. Ok, intéressant. Parce qu'on a cette théorie-là de dire, ok, tu deviens ingénieur quand tu connais la boîte sur le bout des doigts, pour vraiment contextualiser et mettre du sens dans ce que tu fais. Et ça me dirait bien aussi d'aller voir Jessie sur la partie RH. Ce que j'entends et ce que j'ai vu, c'est qu'on investit sur les gens. Ils se développent en termes de connaissances, compétences. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, exactement, que ce soit sur l'interne ou d'ailleurs sur l'externe. Parce que finalement, on a toujours tendance à dire que la valeur de la boîte se fait à l'interne.
Mais nous, la théorie encore une fois qu'on a, c'est que si on a nos standards en interne, notre savoir-faire, on peut aussi le faire appliquer à des fournisseurs. Et parmi les fournisseurs, aujourd'hui, on a Martial et Maxime sur la partie par exemple Google Ads, qui appliquent nos standards et qui on va discuter, avoir des conversations intéressantes pour mieux livrer, mais aussi Elodie par exemple, qui est sur la partie My Business et qui aujourd'hui gère plus de 300 entreprises, qui a un parcours ultra atypique, très particulier, qui n'était pas du métier, et qui a appris un métier, qui délivre, et qui aujourd'hui parle à plus de 300 chefs d'entreprise. Donc il y a un vrai sujet. Top. On y va? Allez go, magnifique, au top. Salut Antoine, ça va? Oui, ça va bien toi? Bon, nickel, impec. On était avec Adri. Adri nous racontait un peu l'histoire de Nematis. Ok. Ça fait combien d'années que tu es chez Nematis, toi? Bah écoute, une petite vingtaine d'années, 20 ans. 2004. 2004, Ouais. donc tu as vu quand même pas mal de choses. Un petit peu tout, on va dire. Pas mal de choses de Tout le monde, Nematis et aussi de ton métier. Oui, tout à fait. Ouais. Adri nous parlait qu'il y avait pas mal de crises, vous avez affronté pas mal de crises. Il l'aborde plus sur des opportunités de croissance. Un des sujets qu'il a abordé, c'est vous aviez énormément de stock de projets à livrer et beaucoup de retard ou des délais qui étaient hyper longs. Ouais, c'est ça, à peu près, on est allé jusqu'à une soixantaine de projets, 60-65 je crois, projets à livrer en stock, ce qui faisait je crois 850 000 € de CA dehors. Quoi. Ouais. Et on livrait en 6 mois, 9 mois, du coup ça faisait voilà, un gros délai énorme, 65 projets en livrer en 6 à 9 mois, c'est énorme. C'était un gros problème, quoi. C'était un gros problème, ouais. Ok, Ouais, ouais. Comment vous faisiez avant alors? Je sais plus d'ailleurs maintenant, vu que ça a tellement changé. C'est brief avec le client, on développait, on faisait des allers-retours, ça allait pas, on changeait. On a testé les méthodes agiles hein, en 2007, 2008, 2009, rien n'y fait. Déjà, on attendait de finir le projet pour pouvoir pour prévenir le client, ensuite on faisait des allers-retours sur le projet fini, il n'y avait pas de disponibilité, Okay. c'était assez compliqué. Et qu'est-ce qui a changé alors? Première grosse idée fausse, puisqu'on parle du lean des idées fausses, c'était avec Régis, que tu connais bien, c'était un Régis ton Medina, associé, ouais. voilà, qui me dit une fois, et du coup, si tu veux faire bien la qualité, tu vas plus vite, si tu fais bien, tu vas plus vite. Il a dû faire exprès de le dire, puisque moi, direct, je saute dessus, je dis, bah non, pas du tout, Régis Je aussi. connais Régis, je Ouais, pense que c'était fait c'était exprès. orienté, oui. Et du coup, je dis non, si tu fais bien, il faut t'appliquer, tu mets plus de temps. Je dis non, si tu fais bien en une fois. Du coup, tu retouches pas ta pièce et du coup, tu vas plus vite. Donc là, il m'a retourné le cerveau. Déjà, on n'était pas axé sur la qualité. On était axé sur faire et puis après, voir ce que ça disait de l'autre côté, que le client nous fasse des retours et donc on itérait comme ça en fait. Ok, d'accord. Deuxième idée, donc c'est toi qui nous l'as donné, donc tu es au courant, hein, Ouais. mais on attendait d'avoir fini le projet pour prévenir le client. Pour lui dire, voilà, ton site est fait, quand est-ce que tu es disponible pour qu'on te le montre et voir les allers-retours. Et tu nous as dit, pourquoi vous ne posez pas une date de livraison dès le début? À la date du brief, avec le client, pourquoi tu ne poses pas ta date de livraison? Première impression, c'est un petit peu de peur, hein, de dire, mais comment, si on n'a pas fini, comment ça se passe? En fait, ça a tout changé. Cette partie-là, ça a tout changé, puisque si tu regardes bien, à partir du moment où tu poses une date de livraison, donc ici, hein, sur notre Kanban, c'est date de brief, et la pièce qui est ici, qui est un projet, un camion c'est un projet, elle est explosée en sous-pièces ici. Et ici on a nos dates de livraison qui sont posées. Et ça a tout changé puisque janvier 2023, je crois qu'on livre 3 sites. Janvier 2024, on en livre 30. Ok. Donc à peu près équipe similaire, on a fait x10. Le fait de se forcer à mettre une date de livraison, et de se battre pour Tout. que le camion soit sauvé et que les sites soient Ouais, livrés. de poser les ressources nécessaires pour que ça... C'est un révélateur de c'est à cet endroit-là que je vais pas y arriver. Et donc le troisième truc, c'est ça montre des problèmes. Oui, effectivement, ça révèle des problèmes et donc ça implique de mettre en place, de trouver des nouvelles solutions. Donc tu fais du Kaizen, tu trouves des nouvelles solutions que tu partages et tu es obligé de trouver des manières de faire pour pouvoir livrer en temps et en heure. Ok. Et donc voilà, c'est juste pour dire à ceux qui nous regardent que vous vous êtes mis sous tension, parce que vous êtes d'accord que c'est rock'n'roll au début. Oui, oui, C'est ça pas bouge. qu'on ne veut pas vendre du rêve, c'est que c'est rock'n'roll Oui. de mettre une date de livraison et d'essayer de la tenir. Par contre, c'est un meilleur moyen de révéler des problèmes. Tu as des exemples de résolution de problèmes qui ont complètement changé la trajectoire de la boîte? Avant, en fait, dans le lead time qui était très long de 6 à 9 mois, une des problématiques c'était le contenu, la ressource, les photos et les textes.
Ok, donc on fait un site internet et pour pouvoir faire un site internet, je vulgarise, hein, Ouais. on a besoin de photos, de contenu, de texte, de vidéos, Ouais, c'est ça. d'images, etc. Le client doit nous fournir des photos et de nous fournir des textes, sauf que Ok. chef d'entreprise, il n'a pas que ça à faire, enfin, il n'a pas ça en stock. Donc c'était très très compliqué de récupérer ces pièces-là. Du coup, on a changé le produit, on a dit bon ok, dans notre pack maintenant on intègre ça. Donc on intègre photo-vidéo à l'intérieur du pack, donc une demi-journée de shooting. Et on intègre aussi la rédaction de texte SEO. Entre le brief et la livraison, on a une 10-15 jours. Ok, d'accord. Ça, c'est les challenges qui sont passés. Ouais. C'est quoi tes nouveaux challenges, les prochains? Prochain challenge, donc j'ai changé encore. Ouais. Donc j'étais à la production, à la factory et je suis passé au support. Du Ok. coup. Et donc c'est le après livraison. Qu'est-ce qui se passe après la livraison pour nos clients? La promesse Nematis, c'est faire en sorte que vous soyez le leader de votre secteur. Mon challenge, c'est de les accompagner pour que la courbe soit toujours d'accord. montante. Donc, ce que je comprends, c'est que je ne vais pas juste livrer un site. Donc, c'est pas juste de l'output, je livre un site, c'est que est-ce que ce site fonctionne, C'est ça. performe, Oui. etc. Et tu t'y prends comment? On a la chance d'avoir chez Nematis un pôle innovation. Ouais. Et donc ils ont mis en place, là il n'y a pas très longtemps, un outil qui me permet de voir Ok. en temps réel l'intégralité de nos sites, de nos clients. Ouais, Parce que sinon avant il fallait aller dans chaque site pour Ok. vérifier un peu. d'accord. Donc là on a vraiment une vision globale Ok, et ça me permet de pouvoir me focaliser sur une tranche de les sites not toqués. ok. Parce que ça arrive, hein, bien sûr que des sites soient not toqués, avant que le client s'en rende compte. Parce que le but c'est qu'on soit proactif et qu'on lui dise ton site il n'est pas ok, je vais faire ça pour le modifier. Mais on va aussi les voir chez eux directement pour voir réellement ce qu'ils font. Et, Ok. Moi, où ils sont. je serais curieux d'aller faire un Gemba, aller me balader. Il y a moyen de faire ça? go, oui, on peut aller voir Melvin, tu peux aller voir Adri et aller voir Melvin, hein, Ambiance Énergie à côté là. Bah, c'est parfait. On y va? Allez go. On a vu Antoine. Antoine nous a dit on ne fait pas que des sites internet. On est là pour réellement accompagner nos clients. Il nous a parlé de Gemba. On va régulièrement sur le terrain de notre client. Tu m'amènes chez Melvin. Ouais. Ambiance Ambiance énergie, Ok, qu'on accompagne depuis 4 à 5 mois maintenant. top. On va aller voir. Allez, go, on y va. Salut Melvin. Salut Christophe, Ça va? ça va et toi? Ouais. Salut. Tu vas bien? Bon, merci infiniment de nous recevoir. Tu pourrais peut-être te présenter. Melvin, Société Ambiance Énergie, expert en climatisation et photovoltaïque depuis 2007. Donc on est un des numéros 1 sur le secteur dans les Pyrénées-Orientales et une entreprise en pleine croissance. Donc on est accompagné par Adriane de Nematis. On est vraiment sur un accompagnement complet de comment aller chercher le lead, comment le qualifier, comment le quantifier et des rendez-vous surtout à 6h du matin. 6h du mat. 6h du mat. C'est pourquoi? Parce que vous avez une journée de dingue et vous n'avez pas le temps ou... C'est exactement ça, donc on fait ça un petit peu avant d'attaquer le travail. Donc c'est les seuls horaires où on arrive du coup à savoir. Question, tu travailles avec d'autres agences peut-être avant. Qu'est-ce qui différencie Nematis des autres agences? D'avoir quelqu'un déjà au bout du fil, des réponses par mail en 5 minutes chrono et un accompagnement vraiment poussé dans la démarche de qualité, d'accompagnement de ses clients. Il y a déjà des résultats Ouais, des résultats sur du Google Ads surtout, où on a atteint des chiffres d'affaires entre 40 et 80 000 euros en démarrage. Donc là, on est en pleine phase de croissance. Donc on espère dépasser les 100 000 euros prochainement de chantier vendu via du lead de Nematis fourni. Quel est le truc que Nematis ne fait pas encore et que tu aimerais qu'il te propose comme service? Alors bien sûr, tout ça n'est pas préparé, hein, donc... Je pense qu'il y a une carte à jouer surtout sur l'intelligence artificielle. Ils sont, je pense, préparés pour eux, mais je pense qu'il est possible de préparer les entreprises en plus avec l'intelligence artificielle. Top, vraiment, merci infiniment parce que c'est un sujet qu'on a abordé avec Antoine et Luc. Super. Et c'est vrai que c'est déjà pour lui, c'est rock'n'roll parce que ça change la trajectoire de sa boîte. C'est vrai que ça... Merci du coup. On a vu dans ton entreprise, tu as beaucoup de visuel, management visuel. Ce que je ressens ici, c'est que tu es en train de... C'est-à-dire que comment ça se fait que je vois des panneaux un peu comme chez toi? En fait, quand on va voir des boîtes, au-delà d'emmener le côté digital, le lead, etc., vu qu'on pratique nous-mêmes la partie Kaizen, Lean, etc., quand on va dans les boîtes, on a un regard qui nous permet de voir ce qui est OK, pas OK, et surtout ça emmène des conversations hyper intéressantes avec le dirigeant.
Et donc ce qui s'est passé avec Melvin, c'est ça, c'est on est en phase de croissance, on a besoin de scale la boîte. Et donc aujourd'hui, on voit que Ambiance Énergie commence à pratiquer par le biais de ses équipes, Melvin, Sylvain et toutes les équipes qui sont là. Et donc apparemment ça commence un petit peu à payer, peut-être tu peux nous en dire un peu plus. Oui, tout à fait, on a axé vraiment le lean sur la partie commerciale, déjà pour mesurer avec de la visualisation via des tableaux mis en place avec Christophe. C'est cool de ramener du lead, mais si on a en interne dans la boîte un problème pour pouvoir les accueillir correctement, les leads, si on n'est pas capable de les transformer, c'est juste qu'on dépense du budget pour, je ne veux pas dire pas grand chose, mais c'est dommage de dépenser du budget si derrière on a une raquette qui est complètement percée. Moi, Nematis, on pense réussir et d'un seul coup on a des surprises. Notre client il nous dit bah stop, on va arrêter et finalement merde pourquoi. Et donc c'est vrai que là tu t'es dit avec tes équipes je vais aller sur le terrain régulièrement et essayer de comprendre concrètement comment ça fonctionne quoi. À 6 h du matin. À 6 h du matin. Donc, cool, super, merci beaucoup. Merci à vous. Tu me disais que vous allez régulièrement sur le terrain, très intéressant. Qu'est-ce que toi tu as vu là? Moi j'ai vu deux choses. J'ai vu que la partie conseil qu'on pouvait emmener, la vision qu'on pouvait emmener aux boîtes était finalement reprise. Et que finalement les dirigeants avec lesquels on travaille nous ressemblent. C'est-à-dire mettre de l'intensité sur les sujets. Là par exemple, ça accompagne sur la partie management visuel, scale, la boîte, sous les conseils de Nematis, dont tu es venu, et le gars applique. Et en fait sur la partie lead, c'est exactement la même chose. C'est ce qu'on va finalement vendre aux clients, en tout cas proposer en fonction des besoins. Ils appliquent. Dans ce que je vois, c'est une, l'intensité du dirigeant, deux, quand même l'écoute sur la partie conseil, et trois, l'application en allant sur le terrain. Parce que finalement, ce qu'il met chez lui, c'est en venant sur le terrain chez nous, où il voit des choses qui sont en train de se passer, et il se dit putain, génial, j'aimerais bien la même chose. Et le fait de montrer, ça t'apporte quoi toi? Deux choses, une, ça permet d'avoir une légitimité, montrer un peu comment est structurée la boîte et voir le niveau de conscience de nos gens dans notre boîte auprès de nos clients. Deux, ça permet aux clients de rentrer en immersion chez un partenaire, parce que finalement, ce n'est pas des clients, c'est des partenaires, on est partenaire avec eux, et donc de comprendre un peu là où on va. Donc je trouve que ces game bas croisés, en tout cas, ces terrains croisés sont ultra importants et hyper productifs pour la suite. Melvin dit un truc à la fin, il parle d'intelligence artificielle, d'IA. Comment tu l'abordes ce truc-là? On l'aborde en deux points. En fait, on a la partie interne et externe. La partie interne, c'est OK, on veut vendre, en tout cas proposer en fonction des besoins de l'IA chez nos clients, mais beaucoup de boîtes de services font ça. Mais combien s'appliquent à eux-mêmes? Donc premier pan chez Nematis, d'abord on s'applique à nous-mêmes ce qu'on va proposer chez nos clients pour être en maîtrise. Et donc là, forcément, vu qu'on s'applique à nous-mêmes, on commence à avoir des idées sur ce qu'on pourrait packager ou en tout cas proposer, que ce soit en packaging ou sur mesure, chez nos clients. Donc on commence à aller faire du terrain régulièrement chez eux, même pas pour leur vendre quelque chose, juste pour observer et comprendre. On a démarré avec 3 personnes déjà, et Melvin sera probablement... ok, d'accord. Ça m'intéresse d'aller voir, on peut aller voir... Bien sûr, avec allez, plaisir. C'est parti, go. Merci très cher. Quand tu pratiques le lean, ça c'est une boussole. C'est-à-dire que ça te permet de t'orienter sur les bons sujets, comment tu apportes un maximum de valeur à tes clients, comment tu soutiens le développement de tes collaboratrices et collaborateurs, comment tu investis à mort sur la qualité et comment tu réduis en permanence les délais pour pouvoir délivrer un maximum de valeur à tes clients. C'est une boussole, on va en parler juste après. Salut Kenny. Ça va Chris? Ça va et toi? Merci infiniment de nous recevoir. Je sais que c'est pas un exercice que tu es à l'aise, mais franchement, tu as tellement de choses hyper intéressantes à nous raconter. J'étais avec Antoine. Antoine dit que vous avez traversé des crises, des opportunités de croissance. Là-bas, on a parlé de site internet, gros pic de charge, vous avez réussi à réduire le lead time. Ce que j'ai vu, c'est que finalement, vous avez beaucoup appris plein de choses. On est allé voir Melvin, Ambiance Énergie, il nous a raconté des trucs très intéressants sur l'intelligence artificielle. Toi Kenny, déjà, qui es-tu? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais chez Nematis? Moi je suis développeur full stack chez Nematis depuis 2 ans. J'ai commencé en tant qu'intégrateur. J'ai switché au bout d'1 an de la prod à la maintenance pour faire des choses un peu plus intéressantes. Et depuis, je fais de la maintenance et de l'innovation. Côté maintenance, de plus en plus de sites, je suppose de plus en plus de problèmes. C'est quoi? C'est des tickets, des demandes? Des tickets. Des tickets? Des tickets, beaucoup de tickets. Ouais. Un des trucs que vous avez fait pour réduire le nombre de tickets? On a automatisé beaucoup de tâches à faible valeur ajoutée. Le tri des tickets, leur dispatch. Déjà, ça permet déjà de limiter énormément. On a mis en place des outils pour contrôler les sites en temps réel et pouvoir anticiper les demandes des clients. Un sujet qu'on a abordé ensemble il y a quand même pas mal de temps, c'était d'essayer de différencier les tickets de type
réparation des tickets demande de type évolution, ajout de valeur, etc. Comment vous avez abordé ce sujet-là, cette dichotomie? Alors, tout ce qui va être de la réparation, on va généralement kaizener dessus. Ok. Donc on va discuter le matin au DM avec la prod pour essayer de trouver le problème, le corriger pour éviter que ça se reproduise. Et après sur la partie évolution, je vais voir avec les commerciaux pour le besoin, cerner le besoin, essayer de quantifier, de chiffrer et de faire. Ok, juste pour ceux qui nous écoutent, quand on a dit kaizennifier, donc c'est quoi? C'est de la résolution de problème, mais par contre pas juste on résout le problème, on passe au prochain. On essaye de comprendre et faire en sorte que le truc ne revienne plus, quoi. C'est ça. C'est ça l'idée, quoi. Et potentiellement en tirer un standard, un process. En termes de ratio, comment on mesure, on va dire, l'efficacité ou la performance d'un service, support ou maintenance? C'est quoi vos scores? Principalement, je vais utiliser, déjà on a des enquêtes satisfaction. Ok. On va avoir des enquêtes satisfaction qui vont être envoyées aux clients après chaque demande. Ouais. Donc ça nous permet déjà de mesurer s'ils sont contents du service ou pas. Ok. Donc tu parlais de Kaizen, c'est-à-dire j'essaye de mieux comprendre la situation et in fine ça génère des innovations, des améliorations. Est-ce que tu as des exemples concrets de sujets? Concrètement, on a mis en place deux choses. On a mis en place des agendas partagés pour que les clients puissent prendre rendez-vous directement avec nous, sans nous contacter. Donc ça permet d'optimiser quand même le flux de ce qui rentre. Et après, j'ai mis en place l'année dernière Gisèle, qui permet donc de trier, d'anticiper les réponses, de tout préparer et de vraiment dispatcher les priorités. Gisèle. C'est quoi? C'est une IA? C'est une IA. Comment ça marche concrètement? On récupère toutes les datas des sites. Donc après, j'ai une jolie mise en forme pour que nous, on puisse les utiliser. Et ensuite, on va avoir tout un système de génération de rapports via l'intelligence artificielle qui vont être ensuite envoyés aux clients. Donc ça permet d'avoir des nouvelles de nous et qu'ils évitent de revenir vers nous. Donc ça veut dire que vous utilisez beaucoup l'intelligence artificielle chez Nematis. Ouais. C'est vrai que c'est un sujet qu'on n'a pas beaucoup encore abordé. Ça a quoi comme impact sur la boîte? Un gain de temps et un gain de qualité pour les clients. Ça nous permet de répondre aux tickets et aux demandes entrant dans la journée, de les résoudre beaucoup plus vite et avec une meilleure qualité. Et sur la partie suivi des sites, ça nous permet d'avoir un suivi des clients. Les clients sont contents, ils ont des rapports, ils savent que ça marche, ils savent que ça va, ils savent qu'on est là pour eux. Merci infiniment, c'est hyper clair. Ce que je ressens avec toi, avec Antoine, c'est que vos carrières ont évolué. Je suis très curieux de voir avec Jessie comment tout ça se met en place. Merci infiniment, je vais aller voir Jessie. Avec plaisir. Merci beaucoup, à plus. À plus. Salut Jessie. Bonjour Christophe. Tu vas bien? Oui, et toi? Super, merci infiniment de nous recevoir. On a vu pas mal de choses dans cette entreprise et un truc qu'on voit vraiment, c'est le développement des personnes au fur et à mesure du temps. Oui. Est-ce que tu pourrais peut-être nous en dire un peu plus sur ce sujet-là? Oui, donc ça a été quelque chose à mettre en place au départ. Donc nous, on a commencé à pratiquer le Lean il y a 2 ans. Avant ça, dans l'entreprise, on était plutôt sur de la RH traditionnelle. Donc c'était entretien individuel. Moi, j'étais beaucoup dans mon bureau. Et en réalité, c'était entretien donc, avec le manager et le collaborateur. Et c'était 1 fois par an, en fait. Finalement, la relation humaine, elle y était 1 fois par an. Enfin, Okay. je diabolise un petit peu, mais c'est... Force le trait, quoi. Voilà. Mais c'est ça. Et en fait, du coup, là, ce qui a été mis en place, ça a été d'aller sur le terrain. Donc toi, tu vas sur le terrain? Oui, et ça a été une de mes idées fausses du départ, et ça a été compliqué pour moi un petit peu à faire, puisque je me disais, mais comment ça va être perçu? Tu allais voir les devs alors? Tu allais voir les devs, les intégrateurs, les commerciaux, etc. Tu t'es baladé, quoi? Oui, j'ai eu la chance d'aller sur les agences de Nice et de Bordeaux, Ouais. d'aller aussi sur le terrain dans notre pôle maintenance, d'aller aussi au niveau de la production. Et en fait, au départ, je me disais, déjà, comment ça va être perçu auprès des collaborateurs? Et puis moi, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter? Est-ce que réellement j'ai un rôle à jouer là-dedans? Je ne savais pas trop. Parce que je me disais, technique, je ne le suis pas forcément. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter et quel va être mon rôle? Toi, tu décides d'aller sur le terrain, le fameux Gemba. Tu vas observer quoi? Tu y vas avec quelle intention? Au début, en réalité, je ne savais pas. Mais du coup, c'est en allant avec eux, je me suis assise à côté d'eux. Bon, la chance que j'ai eue, c'est qu'ils ont été super, parce que du coup, on apprenait tous ensemble. Donc, et ça, ils le savaient, surtout les team leaders, donc notamment Antoine ou Kenny. Et donc, le but, c'était de savoir, de me poser avec eux et de voir comment est-ce qu'ils pouvaient mener une tâche. En regardant comment ils menaient cette mission-là, et en le faisant plusieurs fois sur différents pôles, ça m'a permis d'avoir une vision globale de l'entreprise et de me dire finalement
par exemple un commercial qui va être au début de la chaîne du coup de production, puisque c'est lui qui va vendre à nos clients, mais peut-être que le discours que va avoir le commercial, ça va avoir un impact sur la production. D'accord. Par exemple Antoine qui a changé complètement de métier puisqu'il était développeur. Pourquoi Antoine et pourquoi mettre un responsable de production parce qu'on n'en avait pas. Ça a été de m'asseoir à côté de lui et d'essayer de comprendre quelles étaient ses missions, quelles étaient ses appétences, ses compétences aussi. Est-ce qu'on allait pouvoir l'accompagner? Comment tu gères ça? Parce que c'est clair qu'il y a le côté, oui, en effet, j'ai envie d'être pilote de ligne, etc. Mais est-ce que tout le monde est capable de tout faire ou est-ce que non, vous avez une réflexion sur en fonction des aptitudes, en fonction des envies, en fonction de comment ça se matérialise tout ça? C'est difficile, c'est pas facile du tout, mais on part du principe qu'une entreprise, ça change, ça évolue. C'est comment on arrive à accompagner, à s'adapter aux collaborateurs par rapport aux besoins de l'entreprise à un moment donné. Donc Antoine, sa personnalité à lui, c'est quelqu'un qui est quand même super compréhensif et proche du client et qui a de super compétences techniques en tant que développeur. D'accord. Donc en fait, au moment où on a eu une forte croissance avec des besoins de produire des sites rapidement de façon qualitative, c'était la personne qui nous a vraiment aidés. Donc ça a été pour lui un gros apprentissage que de pouvoir être team leader et donc de manager des équipes. Et pour Nematis, ça a permis à l'entreprise de passer du coup un cap puisqu'on a réussi à livrer des sites de qualité en un temps beaucoup plus réduit. J'ai deux autres questions. Oui. On voit l'IA. Oui. Elle est là, elle est présente. On est parti voir Melvin qui en parle d'Ambiance Énergie. On a vu Kenny dire voilà, l'IA, on l'utilise tous les jours dans notre quotidien, ça nous aide. Comment tu abordes l'IA en termes de recrutement et en termes de vos métiers? Est-ce que vous allez plus coder? Comment tu abordes ce sujet-là, toi, de ton côté? Au niveau des équipes, on a un pôle R&D innovation. D'accord. On se sert beaucoup de l'IA pour automatiser des tâches qui sont à faible valeur ajoutée et donc permettre aux équipes de passer du temps sur des sujets avec de la valeur du coup. D'accord. Donc nos techniciens l'utilisent pour améliorer toujours soit la qualité client, soit le confort des équipes, pour nous permettre toujours de proposer des prestations ou permettre aux équipes d'être dans un confort en fait de travail. Donc l'IA est une opportunité pour vous. Ouais. Donc ce que je vois, c'est que vous n'avez vraiment pas peur de développer les gens, de les amener à progresser et à changer de métier. Un équilibre subtil entre la trajectoire de la boîte et aussi les envies, les appétences des personnes. Et ça, franchement, je trouve ça extraordinaire. Oui, d'ailleurs on a, donc là moi juste avant je vous ai parlé d'Antoine qui était quand même chez nous développeur depuis un petit moment et qui est passé du coup sur la partie production. Mais par exemple on a Elodie qui s'occupe de toutes nos fiches Google My Business, donc qui est l'experte chez Nematis DGMB. Et en fait elle est arrivée chez Nematis sans aucune formation sur la partie digitale et on a réussi à l'accompagner du début à la fin et aujourd'hui elle arrive à suivre et à livrer pour plus de 300 clients les fiches Google My Business. Donc ça peut peut-être être intéressant pour vous d'aller faire un tour et d'aller voir Elodie. Avec un grand plaisir. Allez. On y va? Allez. Salut Elodie. Salut Christophe. Tu vas bien? Oui, très bien, merci, et toi? Ça va, impeccable. On était avec Jessie. Jessie nous a dit que Nematis passait énormément de temps dans le développement de ses collaboratrices et collaborateurs et elle nous a parlé de toi. Elle nous a dit que tu n'étais pas du tout du domaine et qu'aujourd'hui tu gérais des fiches Google My Business. Est-ce que tu pourrais un peu te présenter? Oui, alors moi c'est Elodie, je travaille chez Nematis depuis environ 6 mois et je m'occupe du portefeuille client pour tout ce qui est de la Google My Business. Google My Business, c'est quoi? C'est des fiches C'est des fiches sur Google, c'est des fiches qui ressortent quand par exemple vous faites une recherche sur Google, et bien ça va être par exemple les 3 premiers qui vont sortir. Donc nous notre but ça va être de se positionner pour que nos clients ressortent dans les leaders sur Google. T'étais pas du tout du domaine? J'ai travaillé quelques années dans le domaine de l'informatique, mais je ne faisais pas du tout de la Google My Business. Ok, comment ça s'est passé? Comment tu as été pris par la main pour pouvoir réussir à faire ce type d'activité alors? Alors moi, ce que j'ai trouvé incroyable quand je suis arrivée chez Nematis, c'est que tout de suite, on m'a fourni des outils qui m'ont permis de m'intégrer hyper rapidement.
ce que je n'avais pas connu dans d'autres boîtes par exemple. Des fois c'est un peu galère quand on commence, etc. Et là, grâce aux outils qui ont été mis en place par la boîte, ça m'a facilité la tâche en fait. Ok, donc un programme de onboarding, des outils simples. Exactement. Pour pouvoir facilement comprendre quelles étaient mes tâches et où je devais aller. Ok, d'accord. Et d'un point de vue compétences, connaissances, est-ce que tu as été formé, accompagné par quelqu'un dans la boîte? Oui, j'ai Adrien qui m'a beaucoup accompagné, qui a beaucoup répondu à mes questions. Grâce à tout ce qu'il m'a appris, aujourd'hui j'arrive quand même à gérer un portefeuille de quasiment 300 clients. 300 clients? Oui. J'ai pas d'avis parce que j'ai pas de repères. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup? Mais t'en penses quoi toi? Moi je pense que c'est pas mal. Ouais, c'est 2 fois plus que ce que fait la moyenne du marché. Ok, d'accord. Et donc il y a 2 mouvements. Comment tu justifies ça, le 2 fois plus par rapport au marché? C'est quoi qui fait ça? C'est les outils, c'est les compétences? Je pense qu'en fait, grâce aux outils, on peut gérer tout ça. C'est-à-dire que sans les outils qui ont été mis en place, ce serait compliqué d'avoir un regard sur tous les clients qu'on a en gestion. Ok, d'accord. Concrètement, ça se matérialise comment, les outils? Alors, de façon assez simple, quand on rentre un contrat, on a notre fiche, donc notre client qui arrive dans le stock. Moi, dès que j'ai du stock, je vais tout de suite prendre en gestion la fiche. D'accord. Une fois que cette fiche est prise en gestion, j'enregistre une vidéo pour le client et ensuite il passe dans mon suivi. Donc le suivi, c'est un suivi qu'on fait nous tous les 3 mois, mais pendant ces 3 mois, moi mon but c'est de faire que le client se positionne le plus rapidement possible sur telle ou telle requête. D'accord. Quelque chose qu'on a vu aussi avec Antoine, c'est qu'il y a 2 mouvements. Il y a le mouvement je produis rapidement une bonne pièce. Enfin, je produis une bonne pièce et après je la retue rapidement. Ça, c'est ce que j'appelle moi dans mon monde l'output, mais par contre, je me bats pour que cette pièce soit hyper qualitative et qu'elle génère des gains, de la performance. Et de ce que tu es en train de dire, c'est que tu veux être dans le top en termes de position. Oui. C'est pas juste faire une fiche, c'est faire une super fiche qui performe, quoi. Ils ont mis en place aussi, donc, avec cet outil, un système de notation. D'accord. Ce système de notation, donc à chaque fois que je fais un suivi, une vidéo, je me positionne. Alors, c'est pas que la satisfaction client, même si elle en fait partie, c'est vraiment comment je considère, moi, que cette fiche, aujourd'hui, soit je peux la faire évoluer, soit elle est encore évoluable, entre guillemets. Ok, d'accord. Donc, je ne vais pas me mettre des 10 tout le temps en mode j'ai réussi, c'est parfait. Il y a des fois où je me mets 5 parce que pour moi, eh bien justement, je ne l'ai pas fait remonter suffisamment sur telle requête en fonction de ce que veut aussi le client et en fonction de ce que nous, on peut faire. Ok, donc c'est ce que je vois sur ton écran. Oui, exactement. C'est-à-dire qu'il y a une notion en ligne, on appelle ça des bacs rouges, c'est des pièces soit défectueuses, soit des pièces où j'ai un doute. Voilà. Sur lequel ça vaut le coup de porter son regard et d'avoir des conversations. Et pareil sur la notion de, je vois des trucs marqués insatisfaits. C'est quoi? C'est le client insatisfait ou c'est toi qui n'es pas satisfait? C'est pas forcément les clients insatisfaits, on peut y aller dessus. Moi, grâce à tout ça, je sais où me positionner d'ailleurs. D'accord. Donc, quand je vais sur les insatisfaits, il y a des notes. Donc, on peut voir par exemple ici, un 3, c'est pas une bonne note. Pour moi, une bonne note, elle est à partir de 9, on va dire. Donc, on fait bien le lien par rapport à ce qu'on a vu avec Kenny, par rapport à Antoine et un peu dans la boîte, où on rend visible finalement les endroits où on a soit des problèmes, soit des challenges. Moi, je veux me mettre 8, là c'est 5, ça veut dire que j'ai un gap. J'essaye de comprendre, j'essaye de m'améliorer et c'est ce qui justifie le oui, j'ai un volume 300, mais par contre j'ai des super résultats parce que je me bats tous les jours à apprendre, à comprendre, etc. C'est hyper clair, merci infiniment. Avec plaisir. Je vois beaucoup cette notion d'outils et en ligne on en parle beaucoup. Le développement des people soutenu par un environnement, machine, outils. Adrien, peut-être que tu voudrais rajouter 2-3 choses par rapport à ça? Ouais, on a eu pendant longtemps les gens qui étaient au service de l'outil, pas l'outil au service des gens. Donc on a vraiment été chercher ce pont-là. Et quand tout à l'heure, Elodie nous révèle finalement qu'on fait quand même, elle gère 300 fiches, alors que la moyenne du marché, nous on sait très bien que des collabs dans les autres boîtes, c'est 150 à peu près entreprises qui vont gérer. Il y a aussi la notion de comment je gère 300 fiches sans dégrader la qualité. Et donc ça, ce qui a été hyper puissant là-dessus, par le biais de l'outil, c'est qu'elle peut programmer finalement ses suivis en lissant sa charge avec un plan de production hyper clair. Et donc le fait de pouvoir visualiser à travers l'outil les OK, les pas OK, les améliorations et de savoir lisser, ça lui permet de vraiment tacter finalement dans le temps sa charge, tout en étant sereine et en sécurité, pour pas dégrader cette qualité-là. Et en fait, ça, ce qu'on fait là, on le retrouve de plus en plus dans d'autres pans de la boîte. C'est pas parce qu'on a le meilleur outil que ça fonctionne le mieux, parce que là aujourd'hui c'est sur Notion qu'on a tordu et ça nous permet de faire ça. On a testé des trucs hyper complexes, ça marche pas.
et en fait le plus simple est le mieux. Et aujourd'hui on revient là-dessus et on le voit notamment sur la partie maintenance avec l'anticipation. C'est ok, j'ai des livrables à produire, j'ai des tickets, des demandes de clients en maintenance qui rentrent, je dois y répondre vite et bien, mais comment j'évite de prendre la foudre à un moment donné et comment j'arrive à prévoir les choses. Et l'outil que fait Kenny, qu'a développé Kenny sur mesure par le biais de l'IA en générant des rapports qui nous permettent d'améliorer les pièces en soutenant les clients en amont des problèmes, nous permet aujourd'hui d'avoir un coup d'avance. C'est l'outil qu'on a aujourd'hui, on est les seuls à l'avoir sur le marché. C'est pas compliqué, on a benchmarké, on a beaucoup de collabs qui étaient chez la concurrence, encore récemment, personne ne l'a. Donc c'est ce qui nous permet en fait, par le biais de problématiques, d'avoir un coup d'avance au niveau concurrentiel et d'aller faire le nécessaire pour amener un max de valeur au client. Si on amène un max de valeur au client, on a un max de valeur chez les collabs, chez les Matisse. Finalement c'est hyper cyclique et positif, vertueux, et ça permet de scaler la boîte. Donc c'est un peu dans cette manière-là qu'on a conçu et pensé les outils pour les collabs et pas les collabs pour les outils. On a des problématiques, on va concevoir finalement des systèmes par le biais de l'apprentissage sur le terrain, qu'on va s'appliquer à nous-mêmes, et une fois qu'on est au clair chez nous, on va pouvoir être au clair chez les autres, et donc le déployer chez nos clients. Donc aujourd'hui, on commence vraiment à avoir une capacité à voir les choses chez eux. Donc quand on rentre dans les boîtes pour mettre à disposition nos outils classiques, digitaux, donc des campagnes My Business, des campagnes Google Ads, des campagnes Meta ou des sites internet, rapidement on va voir qu'il y a des points bloquants chez eux. Soit ils n'arrivent pas à répondre aux leads, soit ils n'arrivent pas à répondre tout court, quoi que ce soit. Et donc, étant donné qu'on a fait le mouvement chez nous, on va commencer à réfléchir avec eux à un mouvement chez eux d'automatisation en implémentant de l'IA, de l'intelligence artificielle ou d'autres systèmes. Parce qu'on parle beaucoup d'IA, mais finalement ça peut être des automatisations plus classiques, etc. Donc c'est vraiment cette capacité à faire chez soi avant de faire chez les autres. Merci infiniment, c'était hyper clair, je pense que ça va aider énormément à la communauté. On voit souvent les problématiques, l'IA comme des choses où on en a peur, finalement vous les accueillez les bras ouverts et vous vous dites waouh, comment finalement je vais utiliser ça pour développer mon business. On voit bien que le lean, c'est la performance de l'entreprise et lié à la performance de chaque personne dans la boîte. Donc comment finalement je vais soutenir, c'est ce que tu nous as dit, comment je vais te soutenir dans ton travail. Ça passe oui par de la formation, ça passe par une relation assez étroite quand même, j'ai l'impression. Ça passe par certes un environnement outillé, mais jamais sans perdre là, en lean on appelle ça la sagesse, c'est-à-dire que c'est pas l'outil qui me contraint, c'est toujours moi qui ai la main sur l'outil et à mon service. Donc ça, on l'a énormément ressenti. Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez raconté, ça va énormément aider la communauté. Adri, qu'est-ce que c'est ça? Alors le TPS, ça nous permet à nous aujourd'hui de dézoomer un peu sur la boîte. Donc c'est notre système d'apprentissage. Et en gros, ce qu'on demande aux collaborateurs, et à moi le premier, c'est à chaque fois que je prends une décision, de s'y référer et regarder en fait finalement l'impact de la décision sur les différents pans de la boîte. Donc ça nous permet juste de dézoomer, mais au-delà de ça, quand on accompagne même des boîtes, quand on rentre dans l'intimité des boîtes, parce que c'est ça notre sujet, on se pose à chaque fois la question, avant de donner un cabis à une boîte, je pense que toutes les boîtes devraient avoir ça. Si on n'avait pas eu ça, très clairement, je pense qu'on ne serait pas en train de se parler là. Donc pour nous, c'est ça, c'est un outil de dézoom, de contextualisation, de réflexion, qui est fondamental pour toute entreprise. Ok, donc c'est une sorte de boussole quoi. C'est une sorte de boussole, encore une fois qu'on n'avait pas avant, qu'on a eu justement pour le coup et grâce à toi, clairement, où tu es vraiment venu nous montrer le business d'un autre cadre, d'une manière de penser qui est complètement différente, où on voyait finalement le business comme ça. Là aujourd'hui on le voit quand même beaucoup plus loin, avec beaucoup plus de recul, de care aussi, vis-à-vis des gens, vis-à-vis des clients. Donc c'est notre boussole. Clairement, c'est la boussole de Christophe et on a fait la nôtre aujourd'hui, donc voilà. On a vu sur le terrain avec Antoine, qui nous parle de faire juste du premier coup, c'est ce pilier-là. Ouais. Donc c'est-à-dire comment je remets de l'intensité, de l'attention, de l'intention dans ce que je produis et comment j'essaye de créer les conditions où je m'arrête dès que j'ai un doute, dès que j'ai le moindre finalement facteur de dérive, pour ne pas envoyer un défaut à la personne d'après et ne pas envoyer un défaut au client. Ce qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que c'est aussi un accélérateur d'apprentissage parce que vu que je vais m'arrêter régulièrement, ça va être des pépites, des fameux problèmes, des fameux kaizen que je vais devoir résoudre. Ce que nous a dit pareil Antoine, ici, c'est j'arrête de produire et je commence à livrer. Et plutôt que d'avoir un stock phénoménal de sites internet que tu avais au début, je vais commencer à en faire un, puis deux,
et je vais vraiment essayer de fluidifier au maximum la chaîne de production, etc. etc. Donc vraiment, c'est pour ça que j'ai insisté et j'insiste. Tu as totalement raison, je ne l'avais jamais vu comme ça. Ce que dit Régis Medina, mon associé, c'est que c'est le karaté du business, quoi. Dès que je fais ça, dès que je fais cet aller-retour en permanence avec mon business, normalement, ça va me trouver des sujets d'apprentissage de dingue, quoi. Dernière question, c'est quoi le prochain pas? Prochain pas, c'est 100% de croissance sur les 2 prochaines années. C'est ce qu'on a décidé avec mon associé Jean-Philippe Palomino, mais aussi toutes les équipes, Luc, Antoine, toutes les équipes que tu as rencontrées tout à l'heure. Donc vraiment aller chercher 100% de croissance réaccélérée en donnant un max de valeur aux clients, doubler le volume finalement d'innovation aussi, parce qu'on est vraiment à la frontière, on est en train de se faire disrupter clairement par l'IA. Donc nous, ce qui est cool, c'est qu'on arrive à surfer dessus, donc mettre à dispo des nouveaux produits. Et ensuite, vraiment, le next step, c'est vraiment monter une Nematis School pour vraiment générer de l'apprentissage pour faire les super collabs de demain. Est-ce que le métier de développement informatique va mourir avec l'arrivée de l'IA? Non. Non, parce qu'en fait, je pense que l'IA, c'est vraiment, je m'excuse d'avance, mais c'est un filtre à con. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de réfléchir et de garder le craft, utilisez l'IA pour faire quoi? C'est ça le vrai sujet. Donc oui, ça va aider au développement. Oui, il y a sûrement certains sujets à faible valeur qui vont être sortis, mais si le développeur est très très bon, le codeur est très très bon, il va pouvoir aller beaucoup plus vite que les autres. Donc c'est un outil à part entière. Mais c'est pas ça qui va retirer le métier de codeur, je pense pas. Merci beaucoup. Merci à toi. J'ai oublié la troisième. C'est bon? Bon, tu l'as vu, Nematis était au bord de la crise, problème de cash, chaos côté collaborateurs, problème de clients, bref, ils auraient pu mourir. Au lieu de subir, ils ont décidé de réagir. Au lieu de tout le temps réparer, ils ont décidé de comprendre mieux leurs clients, comprendre mieux leurs outils, comprendre mieux leurs développeurs, comprendre mieux leur environnement. Le Lean, tu l'as vu, ce n'est pas juste une méthode pour résoudre les problèmes, c'est une posture, un engagement. Je n'ai pas peur d'aller sur le terrain au plus proche de mes clients, au plus proche de mes collaborateurs pour pouvoir comprendre, pour pouvoir adapter en permanence mon entreprise. Aujourd'hui, tu l'as vu avec Kenny, tu l'as vu avec Antoine, tu l'as vu avec Jessie. La vraie question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu abordes les crises dans ton entreprise. Est-ce que tu les subis ou comme Nematis, tu as envie de les utiliser comme levier d'apprentissage? J'espère que tu as pris du plaisir dans cet épisode. N'oublie pas, il te suffit d'un game bar pour trouver une pépite, une idée cachée, un insight et révéler le potentiel dans ton entreprise. Je te dis à très très vite pour un prochain épisode. Bye bye.